Bonjour à tous les villageois et les villageoises comptables et bienvenue dans cet épisode dédié à l'analyse financière. Alors aujourd'hui on va voir un indispensable de la finance, connaître et maîtriser les différents ratios financiers. Et oui, tu ne pourras pas y échapper. Demain, si tu as de l'analyse financière à faire, on va te poser différentes questions sur la profitabilité, la rentabilité, la santé financière de l'entreprise et il va falloir y répondre. Et pour y répondre, tu vas devoir utiliser des outils. Ces outils clés, on les appelle les ratios financiers. Il y en a des nombreux. On va les voir ensemble tranquillement. On va les ranger dans certaines catégories et tu vas voir, tu vas pouvoir les retenir plus facilement. Alors déjà, première grande question, qu'est-ce que sont les ratios financiers et à quoi servent-ils? Les ratios financiers sont en fait des indicateurs qui vont te permettre d'analyser la santé financière d'une entreprise. Un ratio est en réalité un coefficient ou un pourcentage calculé par rapport à deux masses. En fait, pour calculer un ratio, il suffit de croiser deux informations, on en divise une par une autre ou alors on en soustrait une par une autre. Si tu fais quelques recherches sur internet, tu vas trouver des nombreux ratios financiers. C'est très important de bien les catégoriser et que tu comprennes qu'il en existe deux grands types. Tout d'abord, les ratios d'équilibre financier. Ce sont des ratios qui vont être élaborés à partir d'un bilan et qui vont te donner surtout des informations sur la santé financière de l'entreprise. Deuxième catégorie, les ratios de rentabilité. Alors ces ratios-là, eux, vont être tirés du compte du résultat et avec ces ratios, on va plutôt aller calculer les rentabilités et la performance de l'entreprise. Enfin, petite surprise, une troisième catégorie, les ratios hybrides. Alors là, on va avoir un mélange entre les ratios de l'équilibre financier et les ratios de la rentabilité financière, c'est-à-dire qu'on va se servir au dénominateur ou au numérateur d'éléments du compte de résultat ou du bilan. Alors, on va se pencher sur la première catégorie, celle de l'équilibre financier. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ces ratios sont tirés du bilan comptable. Alors, on va regarder un petit peu de quoi est composé le bilan comptable et je te renvoie sur ma vidéo qui traite uniquement des bilans comptables pour bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et maîtriser les classes. Lorsqu'on se penche sur le schéma d'un bilan comptable, on retrouve dans la colonne de gauche l'actif, ce que l'entreprise possède, et sur la colonne de droite, le passif, ce qu'elle doit. Ce que va faire l'analyste financier, c'est qu'il va retravailler ce bilan comptable pour le transformer en bilan fonctionnel. Là aussi, on a fait une vidéo sur le bilan fonctionnel, comment est-ce qu'on passe du bilan comptable au bilan fonctionnel. On part donc du principe que tu connais le bilan fonctionnel, qui est un bilan qui se sert des grandes masses du bilan comptable, mais qui permet une meilleure lecture financière. Ainsi, on retrouve les actifs immobilisés, les actifs circulants, les capitaux permanents et la notion de fonds de roulement net global et de besoin en fonds de roulement, qui là aussi est détaillé dans une autre vidéo. Une fois le bilan fonctionnel établi et les retraitements opérés, on a déjà une meilleure visibilité sur la santé financière de l'entreprise. C'est ainsi qu'on va pouvoir établir différents ratios, tels que les ratios d'endettement financier, d'endettement net, de liquidité générale, de couverture d'emploi stable et de vétusté pour les plus grands ratios d'équilibre financier. Je te rappelle qu'à la fin de la vidéo, on va voir les différents ratios avec leurs formules, un commentaire pour expliquer à quoi ils servent et également la valeur qu'ils doivent atteindre pour indiquer une performance optimale. On passe désormais à la deuxième catégorie, celle qui va analyser la rentabilité financière de l'entreprise. Alors ici, comme je t'ai expliqué, on va se servir du compte de résultat. Et pareil, on va opérer un certain retraitement pour pouvoir établir à l'aide de ce compte de résultat un SIG, solde intermédiaire de gestion. En fait, on va reprendre les différentes masses du compte de résultat et on va leur donner une meilleure lisibilité, un peu comme on a fait avec le bilan comptable, la transformation en bilan fonctionnel. Pour le compte de résultat, on va le transformer en solde intermédiaire de gestion et on va obtenir une lisibilité pour l'analyste financier beaucoup plus agréable et qui va permettre surtout de comparer l'entreprise avec ses concurrents. On va donc retrouver dans ce fameux SIG la marge commerciale, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net. On retrouve donc dans ce fameux SIG des masses importantes financières telles que la marge commerciale, la valeur ajoutée, le BE, excédent brut d'exploitation, le REX, résultat d'exploitation, le résultat courant avec des éléments financiers qui vont permettre d'obtenir le résultat courant avant impôt. On va dissocier les éléments exceptionnels qui ont été vendus seulement cette année, cédés ou vendus, qui ont été cédés ou acquis cette année, et on va obtenir le fameux résultat net. Forcément, comme pour le bilan fonctionnel, on arrive au même résultat. Rien ne se perd, rien ne se crée. On vient organiser différemment ces différents éléments. C'est ainsi qu'on s'aperçoit du lien très étroit entre la finance et la comptabilité. L'analyse financière va venir récupérer les éléments du comptable et va venir créer
retraiter, organiser différemment les documents que le comptable lui a fournis pour avoir une meilleure lecture financière. C'est ce qui va nous permettre de calculer des fameux ratios tels que le taux de marque, le taux de marge ou encore des ratios qui vont utiliser les valeurs ajoutées. Encore une fois, à la fin de cette vidéo, tu vas retrouver les différents ratios de la rentabilité financière avec un commentaire et les valeurs à atteindre. Enfin, dernière catégorie, la catégorie surprise, les ratios hybrides. Alors ces ratios hybrides, eux, vont traiter en fait de l'équilibre financier et de la rentabilité financière. Et pour ça, ils vont se servir des éléments du compte de résultat et des éléments du bilan. On va trouver différents ratios tels que le délai de rotation des stocks, par exemple en jours, ou le fameux ROE, Return on Equity, qui veut dire la rentabilité des capitaux propres. Et on va diviser, par exemple, les bénéfices par les capitaux propres. À la fin de la vidéo, encore une fois, on va lister tous les différents ratios hybrides et on va les commenter. Chose promis, chose due mes chers villageois, voici les ratios de l'équilibre financier, c'est-à-dire les ratios qui vont utiliser les différentes masses du bilan. Alors on va tous les regarder un par un et je vais prendre mon petit stylo. Alors premier élément à connaître qui est tout simplement indispensable en finance, même si tu ne maîtrises pas les autres ratios, c'est le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc on va le calculer en additionnant les stocks et les créances et on va enlever les dettes. Donc là, on veut que ce ratio soit le plus bas possible. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un décalage entre les recettes de l'entreprise et les dépenses nécessaires pour réaliser l'activité. En d'autres termes, plus ce ratio est bas, plus vos clients vous payent rapidement et vous, de votre côté, vous payez vos dettes plus loin dans le temps. C'est donc pour n'importe quel chef d'entreprise la situation la plus agréable à avoir. Et oui, vos clients vous payent rapidement, vous encaissez rapidement. Par contre, les fournisseurs sont payés beaucoup plus tard. Alors, on retrouve des ratios même négatifs dans les supermarchés. Et oui, quand vous allez au supermarché, vous payez directement vos articles. En règle générale, il n'y a pas de créance dans ces catégories-là. Par contre, le supermarché, lui, paye ses fournisseurs 3 ou 4 mois plus tard. Second ratio à connaître, c'est le fonds de roulement net global. Et là, on va avoir les capitaux permanents moins l'actif immobilisé. C'est une simple soustraction. On veut qu'il soit le plus haut possible. Oui, on veut vérifier que les actifs qui sont immobilisés soient bien financés par les ressources de long terme. Donc en réalité, les actifs immobilisés, ce sont des actifs qui ne sont pas prêts logiquement d'être vendus. Donc on veut s'assurer que vous ayez assez de ressources pour les financer dans le temps. Enfin, une fois que tu as ton BFR et ton FRNG, tu vas pouvoir obtenir ta trésorerie nette. Et oui, quand tu vas soustraire le fonds de roulement net global aux besoins en fonds de roulement, tu vas vérifier l'équilibre de la santé financière de l'entreprise. Et oui, avoir une trésorerie positive, tout le monde en rêve. Ça va te permettre de payer tes dettes, de rembourser tes actionnaires, de réintégrer l'argent sur l'activité, de payer ses dépenses, de constituer une réserve pour le futur. Tout le monde rêve d'avoir une trésorerie positive et c'est déjà un signe exceptionnel. Tout le monde veut avoir une trésorerie positive, c'est une marge de sécurité et c'est le reflet d'une activité qui fonctionne, d'une entreprise qui est saine. Voilà déjà ces 3 premiers éléments indicateurs déjà qui sont indispensables à maîtriser, même si tu ne maîtrises pas les ratios suivants. Si déjà tu es capable d'analyser le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement net global et surtout d'interpréter si la trésorerie est positive et négative, tu vas déjà avoir de bons outils pour donner l'interprétation financière de l'entreprise. Alors, on passe maintenant aux ratios d'autonomie financière. Donc, ces ratios d'autonomie financière, l'objectif de ces ratios, c'est d'expliquer que tu es indépendant financièrement, c'est-à-dire que tu ne dépends pas absolument des banques et que tu as assez de capitaux propres pour pouvoir financer d'autres projets. Alors, il y a 2 types de ratios d'autonomie financière, un plus précis que l'autre. Le premier ratio d'autonomie financière que tu risques de retrouver le plus souvent, c'est les capitaux propres sur le total du bilan. Donc, on voit bien qu'on veut regarder la part des capitaux propres dans le bilan. Donc, quel est l'argent qui a été investi par les actionnaires ou qui a été gardé dans l'entreprise du fait d'une activité bénéficiaire. Alors, il est courant de dire que ce ratio doit être supérieur à 20 pour pouvoir obtenir d'autres prêts bancaires. Si tu veux une analyse plus fine, tu prends les capitaux propres et au lieu de le diviser sur le total du bilan, tu vas le diviser sur le total des dettes financières à long terme. Et là, il est d'usage de dire qu'il faut qu'il soit supérieur à 100 pour obtenir des emprunts. Attention, ces valeurs supérieures à 20, supérieures à 100 peuvent dépendre des secteurs. Il y a des secteurs où on est fortement endetté, mais cela ne signifie pas que l'activité n'est pas saine. Puisque potentiellement, sur certains secteurs, il faut s'endetter pour faire fonctionner l'entreprise. C'est pour ça que tous les ratios qu'on va voir, on va donner des valeurs optimales, mais en réalité, pour vérifier que cette valeur optimale est bien atteinte, il faut le comparer avec les concurrents et sur plusieurs années.
Un analyste financier ne se fie jamais pour commencer à des ratios. Un bon analyste financier ne se fie jamais pour commencer à un seul ratio sur une seule année et surtout, il fait une étude de marché pour commencer afin de vérifier dans quelle catégorie et quel secteur se trouve l'entreprise. Ratio suivant, le ratio d'endettement. Pareil, on va regarder le total des dettes sur le total de l'actif. En fait, on va mesurer aussi le niveau d'endettement. Alors, il est courant de dire qu'il faut que la valeur soit comprise entre 25 et 50%. Donc c'est un ratio à maîtriser également, le ratio d'endettement. Et on va mesurer à l'intérieur de ce ratio la part des dettes dans l'actif. Un ratio un petit peu plus précis va être un ratio un peu plus précis, plus fin, va être le ratio d'endettement net. Là, on va prendre l'endettement net, c'est-à-dire qu'on va retirer à nos dettes le cash qu'on a déjà disponible dans la trésorerie. Et une fois qu'on obtient notre endettement net, on va le diviser par les capitaux propres. Et ça va nous permettre de mesurer de façon plus précise l'endettement. Pareil, il est d'usage de dire qu'il faut que cette valeur soit comprise entre 25 et 50. Attention, encore une fois, ça va dépendre du secteur d'activité et faites bien attention à regarder ça sur plusieurs années. Alors, on n'en a pas fini avec les ratios de l'équilibre financier. Il en existe plusieurs. On les a tous classés pour toi et on va regarder les suivants. Donc on continue avec les ratios de l'équilibre financier, donc tirés du bilan puisqu'il en existe vraiment beaucoup. Alors cette fois-ci, on a des ratios de solvabilité. Donc on va diviser cette fois-ci les capitaux propres par le total du passif. On veut que la valeur soit supérieure à 100. Ça mesure la capacité de remboursement des dettes. Ça va tenir compte des dettes court, moyen et long terme. Ça va être la différence avec le ratio suivant, qui va être le ratio de liquidité générale. Et on va voir qu'il se décompose en 3 ratios. Liquidité générale, liquidité restreinte et liquidité réduite. Ratio de liquidité immédiate ou quick ratio. Pour la liquidité générale, on va partir de l'actif circulant et on va le diviser par le passif circulant. De toute façon, pour ces 3 ratios, on veut qu'ils soient toujours supérieurs à 1. En réalité, on va aller de plus en plus dans le détail pour vérifier qu'on peut rembourser très rapidement. Donc c'est vraiment la différence entre la solvabilité et la liquidité. La solvabilité, on va tenir compte des dettes courtes, moyen et long terme. Sur la solvabilité, on va aller plutôt sur le court terme. Et quand on va arriver sur la liquidité réduite ou immédiate, là, on va vraiment avoir le cash qui est disponible pour rembourser les dettes court terme. Donc on y va pour le liquidité générale. Là, c'est l'actif circulant dans sa globalité sur le passif circulant. Pareil, supérieur à 1. Donc de quelle manière on va financer le passif circulant avec l'actif circulant? Pour le liquidité restreinte, cette fois-ci, on va pas prendre tout l'actif circulant, on va prendre juste les créances, les dispos et les valeurs mobilières de placement. C'est en fait le cash qu'on est censé récupérer à court terme pour rembourser notre passif circulant comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a juste changé le numérateur, mais le dénominateur, lui, est le même. Donc pareil, on veut qu'il soit supérieur à 1. Enfin, le ratio de liquidité réduite. Alors cette fois-ci, on tient même plus compte des créances parce qu'on va partir du fait que les créances, parfois elles peuvent être longues, parfois on a des clients douteux qui vont pas nous rembourser les créances, donc on les oublie. On prend le cash, on prend les disponibilités dans la trésorerie et les valeurs mobilières de placement qui sont en général très liquides et donc on peut récupérer facilement la liquidité. C'est l'objectif de voir comment on finance le passif circulant avec le cash qui est immédiatement disponible. Voilà pour le quick ratio ou la liquidité immédiate. On passe au prochain ratio, le couverture des emplois stables. Donc là, on va prendre les capitaux permanents. Une petite piqûre de rappel sur les capitaux permanents, ça va être nos ressources à nous sur le long terme. Donc on va prendre tout ce qui est capitaux propres, incluant le capital social, les résultats, les réserves, les provisions et même les emprunts sur le long terme, c'est-à-dire les dettes à plus d'1 an. Donc on va prendre tous nos capitaux permanents et on va le diviser par l'actif immobilisé. On veut que ce ratio soit supérieur à 100. Le but, c'est de vérifier que les ressources stables vont permettre de dégager un excédent de liquidité pour financer notre fameux BFR, besoin en fonds de roulement. On mesure donc le taux de couverture des immobilisations par les ressources permanentes de long terme. Donc on doit être supérieur à 100 ou à 1. Enfin, dernier ratio, le ratio de vétusté. On va prendre nos immobilisations corporelles nettes qu'on va diviser par nos IMO corpos bruts. Le but, c'est que ce soit supérieur à 1 et en fait, ça va indiquer la vétusté de l'outil. Plus on est proche de 1, plus l'outil de production est récent. Allez, on passe désormais à la deuxième catégorie, les indicateurs de rentabilité financière, donc qui vont être des ratios tirés du compte de résultat. Et là encore, on va prendre le petit stylo et on va regarder ensemble. Alors déjà, une première notion indispensable à connaître, c'est la marge. En fait, c'est tout simplement ce qu'on a vendu moins ce que ça nous a coûté. Donc le prix de vente moins le coût d'achat. Alors là, chers villageois et villageoises, pour la valeur optimale,
quand on est sur de la rentabilité et de la performance, pas besoin de vous faire un schéma, il faut que ces ratios soient le plus important possible. Encore une fois, j'attire votre attention à bien comparer avec la concurrence et surtout sur plusieurs années, prenez au moins 3 bilans pour avoir une vraie analyse financière. Donc cette marge va mesurer la rentabilité finale. Avec cette marge, on va pouvoir s'amuser et dégager des taux. Donc on a le taux de marge où on va diviser la marge par le coût d'achat ou le coût de production selon la catégorie d'entreprise qu'on a. Et là, on va mesurer donc la performance et surtout, on va pouvoir le comparer avec les entreprises du même secteur. Pareil, on a le fameux taux de marque, on reprend notre marge, mais cette fois-ci on le divise par la vente de marchandises. Et là, on va essayer de déterminer en fait la rentabilité des ventes d'un produit. Après, on a le fameux ratio d'activité qui n'est rien d'autre qu'une variation en fait du chiffre d'affaires. On prend comme pour toutes les variations la fameuse formule valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Sauf que à la place de valeur finale et d'initiale, on va prendre le chiffre d'affaires. Donc on va prendre le chiffre d'affaires de cette année comme valeur finale et on va prendre celui de N-1 comme valeur initiale et on va le diviser par la valeur initiale. Voilà ce qui va nous permettre d'avoir la variation en fait du chiffre d'affaires, le ratio d'activité qui va indiquer une progression mais du chiffre d'affaires. Donc forcément, on veut qu'il soit positif et élevé. Ensuite, le ratio de productivité. Donc là, en fait, on va mesurer la performance dégagée par le personnel. Donc là, on peut prendre plusieurs indicateurs. On peut prendre ou le chiffre d'affaires, ou la valeur ajoutée, ou le BE pour être de plus en plus précis. Et on va le diviser par le nombre de salariés. Pareil, on veut que ce soit le plus important possible. On veut que les personnes qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, soient productifs et donc dégagent du chiffre d'affaires. Alors on passe à la série suivante de ratios de rentabilité financière, donc tiré du compte de résultat. On reprend le petit stylo, on va regarder ensemble les différents ratios et les éléments clés à connaître. Première notion indispensable à maîtriser, c'est la CAF. Alors la CAF, on peut la calculer à partir du résultat net ou de l'EBE. Alors pour faire une formule assez simplifiée, on va partir du résultat net, on va ajouter les dotations. Donc c'est une formule qui est très simplifiée puisqu'en réalité, on ajoute différents éléments exceptionnels comme ceux du compte 675 ou 775. L'approche à partir de l'EBE consiste, elle, à venir ajouter les produits et les charges décaissables. Alors, on a fait une vidéo spécifique sur le bilan fonctionnel où on analyse la situation et l'équilibre financier. On parle du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la CAF entre autres, et on vous invite à venir regarder cette vidéo pour plus de détails. Ici, on part du principe que vous savez calculer la CAF. La CAF est donc un flux utilisé pour financer l'activité de l'entreprise. C'est une ressource interne. Ratio suivant, celui de la rentabilité globale. On va prendre le résultat net, on va le diviser par le chiffre d'affaires, et là, on va mesurer tout simplement la rentabilité globale de l'entreprise. On va inclure tous les éléments, notamment la politique d'amortissement et la politique financière, puisqu'on part du résultat net, on inclut même les impôts. Enfin, pour calculer cette rentabilité, mais de manière plus précise, on va utiliser la CAF sur le chiffre d'affaires. Et donc là, on va regarder uniquement ce flux de trésorerie, cette ressource interne générée par l'activité. On se débarrasse de la politique de financement, on se débarrasse des amortissements. Ce qui rentre en jeu, c'est quel est le cash dégagé par l'entreprise. C'est ça qu'on va diviser par le chiffre d'affaires. Et là, on va pouvoir mesurer la rentabilité de l'activité de façon plus précise. Ensuite, autre rentabilité pour affiner également la rentabilité brute d'exploitation. Donc, on va prendre l'EBE cette fois-ci, excédent brut d'exploitation. Pareil, on ne tiendra pas compte de la politique de financement ni de la politique d'amortissement. On le divise par le chiffre d'affaires. Encore une autre manière de calculer la rentabilité, on peut utiliser la rentabilité nette d'exploitation, donc inclure aussi la politique d'amortissement. Cette fois-ci, on va prendre le REX, le résultat d'exploitation, qu'on va diviser par le chiffre d'affaires. Tout ça, le but, c'est que ce soit le plus important possible parce que ces ratios vont évaluer la rentabilité et la profitabilité de l'entreprise. Enfin, dernière série de ratios pour la rentabilité financière, donc tiré du compte de résultat. Cette fois-ci, on va s'intéresser plus précisément à la valeur ajoutée. Alors, on va prendre le petit stylo, on va regarder ensemble. Hop, la valeur ajoutée. Alors déjà, je te rappelle que la valeur ajoutée, c'est un des éléments du SIG, solde intermédiaire de gestion. Ça mesure l'accroissement de richesse généré par l'entreprise. Donc là, on va regarder différents points de vue, différentes parties prenantes, différents postes. Donc on va regarder du côté des actionnaires, des salariés, des prêteurs, de l'État et même de l'entreprise. En fait, le dénominateur ne va jamais bouger, on va toujours se servir de la valeur ajoutée. C'est le numérateur qui va changer en fonction des parties prenantes. Pour les actionnaires, on va utiliser le poste de résultat net. Pour les salariés, on va utiliser les charges de personnel. Pour les prêteurs, on va utiliser les charges financières. Pour l'État, l'impôt et les différentes taxes. Et pour l'entreprise, on va utiliser la CAF.
On veut donc que ce soit le plus important possible parce qu'en fait, on veut mesurer la part de la valeur ajoutée qui est consacrée à ces différents postes. Alors attention, c'est à nuancer. On veut que ce soit le plus important possible en fonction de celui qui va calculer ce ratio. Parce que l'État, lui, va vouloir que l'impôt et les taxes soient importants sur la valeur ajoutée. Mais vous, si vous êtes le chef d'entreprise, vous allez vouloir que ce soit le plus faible. Vous allez vouloir que ce soit le plus faible possible. Pareil, si vous êtes prêteur, vous allez vouloir que les charges financières jouent sur la valeur ajoutée. Mais par contre, si vous êtes le chef d'entreprise, vous voulez avoir de faibles charges financières. Donc le plus important possible, cet indicateur est à nuancer en fonction de qui regarde ce ratio. Si vous êtes donc actionnaire, par exemple, vous allez vouloir que le résultat net sur la valeur ajoutée soit le plus élevé possible. Enfin, dernière catégorie, les ratios hybrides. Donc là, ça va être, comme on a dit tout à l'heure, un mélange entre le dénominateur et le numérateur, entre le bilan et le compte de résultat. Donc on va avoir des postes différents à différents endroits. C'est pour ça qu'on les a mis dans une catégorie hybride. Puisque depuis tout à l'heure, les ratios de l'équilibre financier, on a utilisé que des masses du bilan. Pour les ratios de la rentabilité financière, on a utilisé les postes du compte de résultat. Et là, on va utiliser non seulement des postes de bilan, mais également des postes de compte de résultat. Et on va voir qu'on peut obtenir des informations primordiales pour l'analyste financier. Alors, comme d'habitude, on prend le petit crayon et on regarde ça ensemble. Tout d'abord, le ratio de rotation des stocks. Donc, on va prendre le stock moyen, on va le diviser par les achats qui sont consommés et on va le multiplier par 360. Alors, pourquoi par 360? Parfois, c'est par 365, peu importe. En réalité, on ne multiplie pas par ce coefficient au hasard. On utilise en fait le nombre de jours d'une année parce qu'on veut savoir la rotation ou les délais sur l'année. Et forcément, moins ces ratios sont importants, mieux l'entreprise va se porter. Donc pour les ratios de rotation de stock, on veut savoir à quelle fréquence se renouvellent nos stocks. Donc on veut que ce soit faible pour pouvoir avoir une bonne rotation. Pareil, le ratio de délai des paiements des clients. Donc on veut savoir à quelle fréquence nos clients nous payent parce que parfois on a une facture, on a donc une créance, c'est-à-dire le client nous doit de l'argent. Parfois il nous paye rapidement, parfois il nous paye sous 3 mois. Puisque nous-mêmes, comme sur nos fournisseurs, on peut accorder des délais de paiement plus longs, surtout en fonction de la société. Il est parfois d'usage, selon la catégorie d'entreprise, d'accorder des paiements extrêmement longs. Et ce n'est pas forcément un inconvénient, puisque si tous les concurrents font pareil, c'est tout simplement un élément indispensable pour l'activité. Donc ici, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que nos clients nous payent rapidement dans l'année ? Donc on veut forcément que ce soit le moins important possible. On préfère que ce soit sous 10 jours que sous 100 jours. Pareil, le délai de paiement des fournisseurs, en fait, sous combien de temps on paye nos dettes. Alors là, c'est pareil, on a écrit le moins important possible. Mais ça dépend de la partie prenante qui va regarder ce délai de paiement de fournisseurs. Si vous êtes le chef d'entreprise, vous allez vouloir payer vos dettes fournisseurs dans longtemps, en fait. Puisque comme ça, vous allez pouvoir faire jouer le fameux besoin en fonds de roulement et vous pouvez avoir plus de liquidité pour pouvoir investir dans des projets. Maintenant, si vous regardez ça du point de vue du prêteur, vous allez vouloir que ce ratio soit le moins important possible avant de prêter à l'entreprise. Vous voulez être sûr qu'on va vous payer rapidement. Donc attention aussi, quand on analyse les ratios, selon quel angle de vue on se place. Ensuite, le ratio de rotation du BFR. Et donc là, on va regarder les besoins de financement à court terme. On va prendre le besoin en fonds de roulement et on va le diviser par les achats TTC. Pareil, même coefficient, même punition. On multiplie ça par une année entière. 360 ou 365 jours. Et pareil, on veut que ça tourne rapidement. On veut que ce soit le moins important possible. Ensuite, un ratio indispensable à connaître, c'est le gearing. Alors, c'est la capacité de remboursement en français. On va prendre cette fois-ci l'endettement net qu'on va diviser par la CAF. Donc, je vous rappelle que l'endettement net, ça va être nos dettes moins le cash qu'on a de disponible dans l'entreprise. Donc, on va enlever par exemple notre trésorerie à nos dettes puisqu'on part du principe que la trésorerie est forcément très liquide et qu'avec cette trésorerie, on peut rembourser très rapidement la dette. Donc comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on divise l'endettement net par la CAF, donc la capacité à se financer. Donc là, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes avec ses ressources internes, ses capitaux propres et ce qu'elle génère dans l'activité. C'est-à-dire qu'on veut que ce ratio soit le plus faible possible pour montrer qu'on n'a pas besoin de ressources externes pour financer notre activité. Comme vous avez pu le constater ici, on a bien pris des ratios hybrides. On a donc bien pris ici l'endettement net, qui est donc un élément qu'on va aller tirer dans le bilan, et la CAF, qui est un élément du compte du résultat. Pareil, si on regarde le stock moyen, on va le retrouver dans le bilan et les achats consommés, ça va être un élément du compte de résultat. Voilà pourquoi ces ratios sont hybrides, parce que ce soit au dénominateur ou au numérateur, on va utiliser à la fois le poste du bilan et le compte de résultat. Enfin, dernière série d'indicateurs hybrides, donc qui va mixer des éléments du bilan et du compte du résultat, que ce soit au dénominateur ou au numérateur. Je pense qu'après on aura fait le
tour de tous les ratios. Alors vous pourrez toujours trouver d'autres ratios puisque je vous rappelle que le principe c'est tout simplement de diviser deux masses ou de les soustraire et surtout d'interpréter le résultat obtenu. Je vais donc reprendre comme d'habitude mon petit crayon et on va regarder ensemble les trois derniers ratios. Alors d'abord on a un ratio qui est célèbre, le fameux ROE, rentabilité des capitaux propres, Return on Equity. Donc on va prendre le résultat net qu'on va diviser par les capitaux propres, le résultat net qui est un élément du compte de résultat, les capitaux propres qui sont un élément du bilan et en fait on va mesurer ici la richesse que va créer l'entreprise. C'est donc un élément indispensable que tous les actionnaires regardent. Ensuite, deuxième indicateur hybride primordial, le ROCE, la rentabilité de l'actif économique. En anglais, Return on Capital Employed, rentabilité de l'actif économique. Ici, on va prendre le résultat d'exploitation net d'impôts qu'on va diviser par l'actif économique. Encore une fois, l'actif économique, ce sont des notions que tu vas retrouver dans le bilan fonctionnel. Donc, je t'invite à venir regarder la vidéo sur le bilan fonctionnel pour bien comprendre ces différentes notions. Dans cette vidéo, on part du principe que tu connais déjà toutes ces notions, BFR, FRNG, capitaux permanents, actifs économiques et d'autres notions indispensables à connaître lorsque tu fais une interprétation d'analyse financière. L'objectif de ce fameux ratio de rentabilité de l'actif économique, c'est d'évaluer la rentabilité des capitaux qui ont été engagés après les impôts en tenant compte uniquement de l'outil de production. Ici, on prend le REX et pas le résultat net parce qu'en fait, on ne veut pas entendre parler de la politique de financement. C'est la différence entre le REX et le résultat net. Il y a d'autres éléments aussi entre le REX et le résultat net, mais ce qu'on veut surtout dégager, c'est tout ce qui va être un peu exceptionnel et tout ce qui va être financier. Enfin, dernière notion à maîtriser, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est tout simplement la différence entre la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité des actifs. L'effet levier, c'est tout simplement la différence entre la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité de l'actif économique. Il existe d'autres formules pour le calculer, qu'on voit aussi dans notre vidéo sur le bilan fonctionnel. Ici, on a fait simple. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le recours à l'endettement a permis d'augmenter la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. C'est ça qu'on veut dégager en faisant cette soustraction. Si c'est positif, ça veut dire que la dette a participé à multiplier la rentabilité des capitaux propres. Si c'est négatif, attention, c'est très dangereux. Ça va venir augmenter, doubler, voire tripler les difficultés de l'entreprise. C'est pour ça que si c'est négatif, on ne parle pas d'effet de levier, mais d'effet boomerang ou d'effet de massue. Parce que ça va venir amplifier les pertes et les dégâts et la dégradation de la santé financière de l'entreprise. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo sur les ratios financiers. On a vraiment fait le tour de tous les ratios. Encore une fois, comme je t'ai dit, tu pourrais en trouver d'autres, mais on a mis les ratios principaux à l'intérieur de cette vidéo. Tu peux désormais donner un avis sur l'équilibre financier d'une entreprise, la rentabilité financière de l'entreprise, et tu peux aussi dégager d'autres ratios qui sont des ratios hybrides pour pouvoir mesurer par exemple des délais moyens de paiement ou pour pouvoir appréhender quel est le retour des capitaux engagés, quelles sont les ressources dégagées ou est-ce que l'entreprise utilise l'effet de levier pour multiplier sa rentabilité sur ses capitaux propres. J'espère que c'est clair. Surtout, n'hésite pas à revoir cette vidéo plus doucement si tu as besoin. Et si jamais tu veux enregistrer les tableaux qu'on a fait, rejoins le village. On publie constamment des vidéos, mais aussi des carousels que tu peux enregistrer pour tes révisions. Et surtout, pense à t'abonner à notre chaîne.